Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité à 8h19, c'est Maël Faber, le président de l'International Sustainability Standard Board. Vous allez nous dire ce que c'est. Bonjour Maël Faber. Bonjour. Et 2 ans après votre départ de Danone, vous n'avez pas renoncé à votre combat, qui est celui d'une entreprise, d'une société responsable et toute dirigée vers la transition écologique et évidemment et sociétale. Qu'est-ce que c'est l'ISSB? Parce que tout à l'heure on était avec Wilfried Galland, notre éditorialiste, qui nous parlait de la multiplication bien évidemment des futurs standards du verdissement, de l'EFRAG, de la CSRD. Alors vous, c'est quoi? L'ISSB a été créé à la COP26 à Glasgow par les autorités de régulation mondiales à leur demande pour mettre fin à cette soupe d'alphabet dont vous venez de citer quelques-uns des termes, parce qu'il est impossible sur ces questions-là que les sujets se résolvent à l'échelle locale. Ce que fait la France, ce que fait l'Europe, c'est important, mais l'Europe, c'est 18% du PIB mondial, la Chine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, et les marchés des capitaux américains, c'est 40% des marchés mondiaux. Donc, il est important de connecter l'ensemble de tout ça avec un langage. Nous, on ne développe pas des indicateurs, on développe un langage comptable qui va intégrer ces éléments de durabilité de façon à ce que l'ensemble des marchés des capitaux mondiaux puissent parler le même langage, un langage fiable, comparable, auditable, qui permette de prendre des vraies décisions. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que chaque entreprise peut choisir ses indicateurs, sa couleur. Chaque fonds choisit ses critères ESG. Absolument. Et franchement, la plupart du temps, de bonne foi. Évidemment, il y a des gens qui en profitent, mais de bonne foi. Si ce n'est que l'explosion de ce nombre d'indicateurs montre que la compta ne fait pas son boulot. Si ces indicateurs existent de partout, c'est parce qu'il y a un besoin d'exprimer des choses qui n'est pas aujourd'hui porté dans le langage fondamental de l'économie, qui est la comptabilité mondiale. Et c'est pour ça que l'ISSB a été créé. Mais à quel moment on rajoute pas des normes sur des normes et on arrive à faire en sorte qu'une norme enlève toutes les autres et que tout le monde se décide que c'est celle-là et c'est celle-là qu'on va suivre? À ce moment-là. C'est-à-dire, on a publié, après 18 mois de travail, une norme fondamentale qui ouvre le langage de la comptabilité mondiale, 140 pays, à 2 dimensions super importantes qui ne sont pas aujourd'hui dans la compta. La première, c'est une dimension de temps, puisqu'on exige une évaluation des sujets sur le moyen et le long terme, et pas seulement sur le court terme, ce qui est quand même beaucoup le sujet de la comptabilité et des résultats à court terme. Et deuxièmement, à l'extérieur même de l'entreprise, sur l'ensemble de ces chaînes de valeur, c'est-à-dire les fournisseurs jusqu'au champ. C'est les scopes 1, 2, les 3. périmètres 1, 2 et 3 pour les émissions de gaz à effet de serre, mais ce sera vrai pour le social, la biodiversité. La plupart des risques d'eau, par exemple, sont entre le scope 1 et le scope 3. Donc, voilà, c'est ça qu'on fait. On l'a vu tout à l'heure avec LVMH, la directrice du développement responsable, qui promet de baisser 30% les émissions et qui parle effectivement d'aller jusqu'au stop 3, donc de ses fournisseurs. Nous rendons obligatoire le périmètre 1, 2 et 3, comme les normes européennes d'ailleurs. Et donc, quand vous me posez la question de quand est-ce que ça s'arrête, la première des choses, c'est que l'ISSB a été créé avec la mission de consolider un certain nombre de ces indicateurs, et on a consolidé 5 des 8 plus grands indicateurs mondiaux, format de systèmes privés. On les a rentrés dans ce langage, ce qui commence déjà à fermer sérieusement le jeu. Et au fur et à mesure que les pays vont adopter ces nouvelles normes comptables, en réalité, qui intègrent les sujets E, S et G, le besoin pour des indicateurs privés qui existent aujourd'hui va disparaître. Et donc, donc c'est le pays qui homologue et qui dit c'est désormais cette norme-là qui compte. Oui, absolument, oui. Mais vous savez que c'est aussi un enjeu géostratégique, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec les normes comptables, avec les Américains qui ont imposé leur vision du monde à travers les normes comptables. Est-ce que là, avec vous, avec l'ISSB, c'est pas le même schéma qui se reproduit? On a vu que les Anglais, les Japonais adoptent votre mécanisme, et que l'Europe veut faire autrement, parce que l'Europe a sans doute peur qu'effectivement ce soit une vision américaine du monde et même de la responsabilité qui soit imposée par vos règles. Ouais, il y a un vrai enjeu, et en même temps il est faussé pour plein de raisons dans le discours et dans la discussion. Mais la première des choses, les normes américaines comptables n'ont pas gagné, et heureusement. La fondation IFRS, c'est 140 pays. L'Europe a choisi les normes IFRS au début des années 2000 parce qu'elle voyait les entreprises partir vers les États-Unis avec une compta plus simple là-bas et une absence d'unification à l'intérieur de l'Europe des 24 à l'époque. Et donc la première région qui applique les normes comptables internationales, c'est l'Europe.
Et ensuite, vous avez toute l'Afrique, l'Asie, etc., etc. Donc les États-Unis, de ce point de vue-là, sont un peu à part du jeu. Je pense que sur la question de ce que veut faire l'Europe sur ces questions ESG, l'Europe est partie avec un projet politique que moi, personnellement, citoyen européen, pas trop engagé, je soutiens pleinement. Le Green Deal et son agenda, je pense qu'il est urgent, il est important. On n'y met d'ailleurs pas suffisamment de moyens. L'Europe n'y met pas suffisamment de moyens. Je le dis depuis 5 ans, mais je suis évidemment pas le seul. Et c'est facile de critiquer. Donc on s'arrête là-dessus, mais l'existence de l'ISSB était extrêmement hypothétique quand l'Europe a démarré. L'ISSB a été créé avec un consensus qui s'est figé de façon extrêmement rapide et puissante à Glasgow à la COP26. Je pense que avant d'être nommé, je ne le savais pas, j'ai dit la seule nouvelle importante à la COP26 en rentrant en France, j'ai dit c'est la création de ce truc-là. Je ne pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille. Bon, on m'a demandé de m'en occuper, très bien, je m'en occupe. Mais pour dire que l'Europe était partie sur un modèle dans lequel nous n'existions pas, et il était du coup très important qu'elle prenne les devants et qu'elle crée ses normes. Maintenant, l'enjeu avec l'Europe, c'est que l'Europe souhaite... Nous ne faisons pas de politique. On ne dit pas le gaz c'est bleu ou le gaz c'est noir. Ah oui, parce que c'est un débat sans fin, ça. Hein. Voilà. Nous, on demande aux entreprises la transparence sur où est-ce que vous avez du gaz dans votre source d'énergie, dans quel pays, et du coup, ça permet d'évaluer les risques et les opportunités qui sont liés à ça, voir les impacts. Ensuite, c'est à chacun des pays et chacune des régions d'établir sa politique publique qui va créer des risques de transition qui sont absolument nécessaires. Quand on voit encore le débat sur les bioéthanols après 2035, bon, on tergiverse, hein, mais ça, c'est de la politique publique. Nous, on demande la transparence. Donc, voilà. Et maintenant, l'enjeu, puisque l'Europe a déjà démarré, je m'arrête juste après, c'est vraiment d'assurer l'interopérabilité, parce que l'Europe ne peut absolument pas gagner seule. Et d'ailleurs, la directive européenne sur les normes européennes, qui a été signée sous présidence française de l'UE au mois de juin de l'année dernière, stipule que les normes européennes doivent intégrer nos travaux internationaux dans la plus grande mesure possible, et à l'inverse, y contribuer. Alors vous ne faites pas de politique, mais vous pensez que la révolution passera par les normes. Il y en a un qui fait de la politique, c'est Emmanuel Macron, et lui, il pense clairement qu'il y a trop de normes. C'est ce qu'il a dit le 12 mai dernier lors du plan réindustrialisation de la France. On l'écoute. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc on a besoin de stabilité. Maintenant, il faut accélérer sur les déploiements parce que sinon, le risque qu'on court, c'est au fond d'être les mieux disants en termes de réglementation et les moins disants en termes de financement. Est-ce que vous risquez pas d'être victime effectivement de cette demande de pause de la France notamment ? Eh ben moi non. Enfin quand je dis moi, les normes internationales non. Parce qu'elles s'adressent directement au marché. C'est de la compta qu'on fait. Enfin c'est pour ça qu'on est là. Les normes européennes, oui, elles risquent. Et c'est pour ça que l'enjeu d'arriver à boucler ces normes avant 2024, il est très important. Avant les élections notamment. Avant les élections de 2024 en Europe, où le consensus peut changer. Donc il faut absolument les poser, c'est clair. Ensuite, le besoin de pragmatisme, en ce qui me concerne, et de nouveau, je l'ai dit publiquement, donc je le redis, je pense qu'aujourd'hui... demander à des petites entreprises de publier des centaines d'informations sur leur chaîne de valeur, c'est ni utile ni réaliste. Donc il ne faut pas faire ça. La conformité n'est pas un objectif en soi. L'évaluation des politiques publiques et l'utilisation et la sanction de la conformité, c'est fondamental. Et c'est un peu ce qui pêche un peu en Europe. Pour être très concret, comment ça va se passer pour nous à Good Morning Business quand on donnera les résultats extra-financiers, les normes comptables de l'ISSB ? Aujourd'hui, c'est facile, on donne le résultat, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on rajoute qui sera intéressant pour tout le monde sur les entreprises ? Les entreprises vous le diront. C'est-à-dire que je sais pas, Novetic vient de reprendre un calcul sur le CAC Vérité, c'est-à-dire les résultats des entreprises ajustés d'un prix conforme à l'accord de Paris de la tonne carbone de leurs émissions périmètres 1, 2 et 3. Il y a des boîtes qui font sans leur plan carbone et avec leur plan carbone, et qui donnent les deux résultats. Voilà, absolument. Moi, c'est ce que je faisais chez Danone. On était les premiers il y a 5 ans. On était sûrement un peu en avance, mais... En avance, certains vous ont dit en avance, on l'a fait. C'était extrêmement intéressant avec les actionnaires. Le Conseil a eu un avis un peu différent à un moment, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est 3-4 ans après, et aujourd'hui, c'est ce qui va s'imposer grâce à nos normes, puisque le calcul sera désormais possible. Et donc, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui peuvent proposer de verser un dividende au-delà de ce résultat ajusté. Et la question qui va se poser, c'est si vous êtes une entreprise agricole, vous devez investir dans votre agriculture régénératrice, parce que des patates, là, on n'arrive plus à en produire dans le nord de la France, et on est reparti sur de l'inflation. Et donc, comment est-ce que vous assurez de l'agriculture régénératrice, qui fait que vos émissions carbone baissent par ailleurs, et c'est très bien, mais surtout, vous avez une agriculture demain.
Donc il n'y aura pas de différence, si ce n'est qu'on parlera beaucoup plus de la chaîne de valeur de l'entreprise, de ses risques, de ses opportunités, de ses impacts, et du temps d'horizon dans lequel les entreprises se placeront. Et donc, les entreprises qui seront ici, je vous le parie, dans 3 ans, feront non seulement des profit warnings, ce sera des mauvaises nouvelles quand les patrons viendront les annoncer, mais des climate warnings. Parce qu'une entreprise qui sera en retard par rapport aux engagements qu'elle a pris, ça veut dire qu'il y a des investissements qui n'ont pas été faits, il y a de la dette qui n'est pas dans le bilan, mais tout ça, pas à partir d'un indicateur qui est rose ouvert, à partir de la comptabilité. Parce que l'objectif, c'est les marchés. Et l'objectif, c'est le financement. Et l'objectif, c'est quand on se dit qu'une boîte a un climate warning, on lui donne moins de financement. C'est ça, en fait, le nerf de la guerre. Ça. Et c'est un complément, je voudrais le dire peut-être, c'est un complément absolument indispensable des politiques publiques. Les politiques publiques, le président et d'autres se battent depuis des années pour trouver 100 milliards d'euros ou de dollars pour financer une transition juste avec entre les pays du Nord et du Sud. De COP en COP, on recycle le truc, on n'y arrive pas. Bon, le sommet de Paris a fait quelques progrès, on verra ce qui se passe à la COP 28. Mais la réalité, c'est que si, avec nos normes, on bouge 1% par an, 1% par an de la capitalisation boursière mondiale, on bouge 50 fois plus d'argent par an. Donc les marchés, et en particulier les marchés financiers, sont le seul connecteur global aujourd'hui. C'est un allié indispensable des politiques publiques. Et donc nous, on crée l'adaptateur qui va d'une politique publique qui est évaluée sur du long terme, 5 ans quand elle l'est, parfois elle ne l'est pas, à des décisions, comme vous le savez ici, Good Morning Business, qui sont prises toutes les secondes sur les marchés financiers. Il faut un adaptateur et un transformateur, et c'est ça ce qu'on produit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Faber, et donc désormais président de l'International Sustainability Standard Board. Vous allez pouvoir venir toutes les semaines désormais. La diète médiatique est terminée.